Lundi 27 mai 1968, les États-Unis. Le sous-marin nucléaire United States Ship Scorpion de la marine américaine est attendu au large de la Virginie pour contacter la base navale de Norfolk. Il ne le fait jamais. L'épave ne serait pas retrouvée avant le mois d'octobre suivant, mais cela n'a pas fourni de réponse quant à la raison pour laquelle elle avait coulé, emportant avec elle son équipage de 99 hommes. Les théories abondent sur ce qui s'est passé, allant des explosions internes à la défaillance structurelle en passant par la collision avec un sous-marin soviétique, mais il n'y a pas de conclusion définitive sur le United States Ship Scorpion. Il repose toujours au fond de l'Atlantique sous 3 km d'eau, gardant le secret de sa fin avec sa coque brisée et tordue. Il cache cependant plus que des secrets, car en plus de contenir un réacteur nucléaire endommagé, le sous-marin possède également 2 torpilles Mk-45 armées de têtes nucléaires. Aux États-Unis, dans le jargon militaire américain, ces armes sont appelées des flèches brisées, des armes nucléaires américaines que les États-Unis militaires a perdu le contrôle. Vu la difficulté de retirer les armes nucléaires en toute sécurité, les États-Unis, la marine surveille plutôt les niveaux de radiation autour d'eux pour s'assurer qu'ils ne fuient pas. Le Scorpion est un exemple d'arme nucléaire dont les États-Unis ont perdu le contrôle, mais dont ils connaissent l'emplacement. Cependant, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner 3 cas où les armes nucléaires américaines ont non seulement été déclarées comme des flèches brisées, mais en partie ou en totalité restent manquantes à ce jour. Armes nucléaires non comptabilisées. Bienvenue dans les guerres du monde. Le 21 janvier de 1968, un États-Unis. Un bombardier Stratofortress B-52G de l'États-Unis Air Force, indicatif d'appel Hobo 28, effectuait une mission d'alerte aérienne en temps de paix armée dans le cadre d'une opération en cours connue sous le nom de Hardhead. Son but était de maintenir une surveillance visuelle du système d'alerte précoce de missiles balistiques à la base aérienne de Thule au Groenland danois qui fournissait une alerte précoce des lancements de missiles soviétiques. C'était la base la plus septentrionale de l'Amérique, située à 700 miles à l'intérieur du cercle arctique. Le B-52G était armé de 4 bombes thermonucléaires B-20, Wi-Fi, chacune ayant une puissance d'explosion maximale de l'ordre de 1450 kilotonnes, soit plus de 62 fois la puissance de la bombe larguée sur Hiroshima. Pendant le vol, l'un des membres de l'équipage a imprudemment appuyé des coussins contre une bouche de chauffage et, avant longtemps, l'inévitable s'est produit. Les coussins ont pris feu, remplissant rapidement la cabine de fumée. Incapable de fonctionner, l'équipage a reçu l'ordre de s'éjecter. L'équipage a essayé d'atterrir en urgence à Thule, mais devant l'impossibilité, ils ont sauté en parachute au-dessus de la base. 6 ont réussi à sortir en toute sécurité, mais le copilote Leonard Svitenko n'a pas eu autant de chance, subissant une blessure mortelle à la tête alors qu'il tentait de sauter par l'une des écoutilles inférieures. L'avion sans pilote a continué à voler pendant une courte période avant de s'écraser dans le Ford, gelé à environ 7 miles de Thule. La violence du crash et l'incendie subséquent ont suffi à briser les caisses entourant les armes nucléaires, libérant des radiations dans la zone environnante. Heureusement, les dispositifs de sécurité sur les armes ont empêché une détonation nucléaire. Néanmoins, l'incident a fortement tendu les relations entre les États-Unis et le Danemark, car les 2 gouvernements ont dû admettre que des bombardiers américains armés de bombes nucléaires survolaient l'espace aérien contrôlé par le Danemark, violant la politique de non-nucléarité du Danemark qui avait été adoptée en 1957. Sous la pression du Danemark, les États-Unis ont lancé un grand nettoyage avant que le Ford ne coule. Baptisée Opération Crested Ice, l'opération de nettoyage s'est avérée extrêmement difficile pour les malheureux États-Unis. Pour les aviateurs qui y étaient affectés, car le temps était d'une brutalité écrasante, avec des vents de 80 mph et des températures de moins 70 degrés Fahrenheit, tout cela étant enregistré alors qu'ils marchaient en ligne de 52 fronts, à la recherche de morceaux de l'avion et de sa charge radioactive. Presque chaque morceau de l'avion a été comptabilisé, sauf, de manière quelque peu inquiétante, un cylindre de 2e étage d'uranium et de lithium qui, en termes profanes, sont les composants du combustible nucléaire de l'une des bombes. Incapable de les localiser à la surface, on a supposé qu'ils avaient coulé dans le gué et des recherches sous-marines ont donc été organisées, y compris l'utilisation d'un mini-sous-marin, mais il n'a jamais été récupéré et reste manquant à ce jour. Heureusement, il n'est pas possible que cette unité détonne d'elle-même sans que le reste de l'arme ne l'instigue d'abord. Il n'y a donc aucune chance qu'une explosion nucléaire spontanée se produise dans le gué à l'avenir.
Cependant, les retombées politiques de l'incident ont marqué la fin des patrouilles continues de bombardiers américains armés de bombes nucléaires. L'appétit politique pour de telles patrouilles ayant déjà été affaibli par un autre crash de B-52 2 ans plus tôt, au cours duquel 3 bombes B-28 Phi ont été larguées sur l'Espagne et une dans la mer Méditerranée, bien que, heureusement, toutes ces armes aient été récupérées. Durant les années 50, il y avait une croyance prédominante dans les cercles militaires que la guerre conventionnelle allait bientôt devenir obsolète et que le jeu nucléaire serait le seul jeu en ville. Pour la marine américaine, cette mentalité représentait une menace pour leur plan de super porte-avions, grand mais incroyablement coûteux, à moins qu'ils ne puissent convaincre le Congrès américain de leur utilité en cas de guerre nucléaire. Par conséquent, à la fin des années 50, presque tous les avions d'attaque en développement pour la marine devaient avoir au moins une capacité de frappe nucléaire limitée. Un de ces avions qui faisait son chemin sur les ponts américains à cette époque était le plutôt discret et même sportif Douglas A4 Skyhawk. Connu affectueusement sous le nom de Scooter par ses pilotes, l'avion possédait un train d'atterrissage plutôt dégingandé, et cela était destiné à fournir à l'avion suffisamment de dégagement pour transporter les armes nucléaires de l'époque, comme la bombe B-43. La B-43 avait une ogive à rendement variable qui pouvait être adaptée pour être utilisée contre des cibles de différentes tailles, la plus petite étant de 70 kilotonnes, soit environ 3 fois la puissance de la bombe larguée sur Hiroshima, tandis que son rendement maximum était d'1 mégatonne. Une bombe d'1 mégatonne est suffisamment grande pour décimer une ville de la taille de Londres. Vers 1400 heures le dimanche 5 décembre 1965, à bord du porte-avions United States Ship Ticonderoga, alors qu'il naviguait au sud du Japon et à l'est de Taïwan, le lieutenant de vaisseau junior Douglas Webster a traversé le pont du hangar pour se rendre à son A4E Skyhawk en attente. Sous le fuselage de l'avion se trouvait une seule arme B-43 portant l'insigne italien, signifiant que l'arme était configurée pour son rendement maximum. Le porte-avions effectuait une formation sur la manipulation d'armes réelles pour permettre aux pilotes et équipages de pont de s'entraîner avec de véritables ogives nucléaires. Après avoir inspecté son avion et son arme incroyablement puissante, il est monté dans le cockpit et s'est attaché à ses jets avec l'aide du capitaine de l'avion qui était responsable de la machine pendant qu'elle était sur le navire. L'avion a ensuite été poussé par les manipulateurs d'avion sur l'ascenseur qui le transporterait sur le pont d'envol d'où il serait lancé. Mais c'est là que les choses ont mal tourné. Les directeurs d'avion qui guidaient les manipulateurs déplaçant l'avion ont commencé à donner le signal pour que tout s'arrête et pour que le pilote applique ses freins. Mais Webster n'a pas vu le signal, étant plutôt distrait par quelque chose dans le cockpit. L'avion a continué à reculer malgré les efforts désespérés des marins pour essayer d'arrêter l'avion en plaçant des cales derrière ses roues, mais cela n'a fait que faire pivoter l'avion vers la droite. Il a ensuite roulé à travers l'ascenseur et a continué à tomber par le côté du navire, fracassant le filet d'acier autour de lui, ce qui l'a fait basculer et tomber à l'envers dans l'océan. Les équipages de pont impuissants ne pouvaient donc regarder avec horreur alors que Webster essayait de s'échapper de son avion en train de couler, tandis qu'en même temps, le porte-avions continuait à s'éloigner. Le Skyhawk a coulé à l'envers, son train d'atterrissage maigre pointant vers le haut comme les pattes d'un insecte mort, emportant le lieutenant Webster et la bombe destructrice de ville avec lui au fond de l'océan. Un hélicoptère de secours et 2 des escortes du Ticonderoga ont cherché frénétiquement un signe de Webster ou de la bombe, mais ils n'ont rien trouvé. Et à ce jour, l'emplacement du B-43 reste un mystère. L'avion et son arme destructrice de villes ont coulé dans près de 16 000 pieds d'eau, rendant la récupération quasiment impossible. Le gouvernement des États-Unis n'a pas officiellement reconnu l'incident avant 1989. Et étant donné qu'il s'est produit à environ 50 miles d'Okinawa, la révélation et le fait qu'elle a été gardée secrète pour les Japonais pendant si longtemps ont déclenché des protestations antinucléaires, en colère au Japon et un incident diplomatique entre Tokyo et Washington. Le dernier incident que nous examinerons aujourd'hui est probablement le plus mystérieux, même après 60 ans d'enquête. Et des recherches par des historiens de l'aviation et militaire le 10 mars 1956, un bombardier Boeing B-47 Stratojet appelé Inkspot 59 a décollé de la base aérienne de MacDill en Floride à destination d'une base aérienne au Maroc aux côtés de 3 autres avions.
L'avion transportait 2 capsules 1001-04, connues des équipages, sous le nom de cages à oiseaux, qui contenaient les puits de plutonium des armes nucléaires. Et comme il ne s'agissait pas d'armes entièrement assemblées, l'avion était techniquement désarmé pendant le vol. Spot 59, incorporé, avait un équipage typique de 3 hommes pour le vol. Sous le commandement du 31 ans, l'équipage comprenait le second lieutenant Ronald L. comme pilote, Kurtz et de l'observateur capitaine Gordon Mill Inslee. Le vol faisait partie de la procédure opérationnelle standard pour le B-47 qui impliquait le déploiement de l'avion vers les bases alliées autour des frontières de l'Union soviétique et de leurs alliés du pacte de Varsovie, contenant ainsi les communistes, de leur côté, du rideau de fer. Contrairement au gigantesque Convair B-38 Peacemaker ou au nouveau Boeing B-52 Stratofortress, le B-47 manquait de portée intercontinentale, et donc les 4 avions devaient compter sur des ravitailleurs pour les recharger en carburant pendant la traversée transatlantique qui se présentait sous la forme de Boeing cassé 97 à hélice. Cependant, étant un avion d'une époque antérieure à celle du B-47, cela signifiait que les bombardiers devaient descendre aux niveaux inférieurs où volait le ravitailleur et réduire considérablement leur vitesse afin de pouvoir entrer en contact en toute sécurité avec la perche de ravitaillement qui se projetait à l'arrière du KC-97. Le vol des B-47 avait 2 ravitaillements en vol prévus pendant la traversée, le premier ayant lieu près des Açores sans incident. Après avoir accompli la tâche, les B-47 sont ensuite revenus à leur altitude de croisière de 35 000 pieds alors qu'ils se dirigeaient vers l'embouchure de la Méditerranée et leur prochain ravitaillement prévu, qui devait avoir lieu à l'ouest du Maroc. Selon le témoignage de l'équipage du réservoir et des autres avions en formation, ils avaient un contact visuel et radio avec Inkspot 59 alors qu'ils commençaient à descendre à 14 000 pieds pour rencontrer le ravitailleur, malgré les épais nuages dans leur voisinage. Ce n'est qu'au moment où ils se préparaient à ravitailler qu'ils se sont rendus compte que Inkspot 59 manquait à l'appel et ne répondait à aucun appel radio. On a donc supposé que, pour des raisons inconnues, l'avion s'était écrasé lors de sa descente vers le ravitailleur. Tous les journaux pris à partir de l'avion impliqué ont conclu que Spot 59 a disparu à environ 5 degrés de longitude ouest à l'embouchure du détroit de Gibraltar. Une recherche massive a été immédiatement lancée qui comprenait des navires de guerre américains et des avions, des navires de guerre britanniques qui avaient été en exercice dans la Méditerranée et des forces françaises qui étaient autrement engagées dans des opérations de combat en Algérie voisine. Certains rapports erronés et précoces prétendaient que l'avion avait été entendu exploser près de la côte marocaine ou survolant le sud-est du pays. Et donc, la recherche comprenait également de grandes parties de la campagne. Mais tout cela n'a abouti à rien, et à ce jour, pas même un boulon de cet avion n'a été trouvé, sans parler de son équipage ou de sa cargaison. Inévitablement, compte tenu de la nature de la cargaison à bord et des circonstances presque magiques dans lesquelles l'avion a disparu, un certain nombre de théories ont vu le jour au fil des ans pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé ce jour-là en 1956. Une théorie avance que les pilotes ont réduit leur vitesse trop rapidement pour rejoindre le pétrolier, provoquant ainsi le décrochage du bombardier et sa chute dans l'océan. Mais cela n'explique pas l'absence de découverte de débris. De plus, compte tenu de l'altitude à laquelle ils descendaient, ils auraient probablement eu le temps de corriger leur erreur ou de s'éjecter de l'avion. Dans tous les cas, ils auraient dû être en mesure d'alerter les autres avions du vol d'un problème, mais aucun appel de détresse n'a jamais été envoyé, ce qui signifie que quoi que ce soit arrivé à Inkspot 59 s'est produit soudainement et sans avertissement. Cela a conduit beaucoup à conclure que l'avion a subi une défaillance catastrophique, conduisant soit à la désintégration du fuselage, soit à l'explosion de l'avion. Ce n'est pas une hypothèse totalement déraisonnable, car le B-47 avait un taux d'accident plutôt surprenant, étant à la pointe de la technologie des bombardiers au milieu des années 1950. Et beaucoup des caractéristiques de sécurité et des principes de fonctionnement adoptés par les avions ultérieurs n'étaient pas encore en place. En fait, juste 2 semaines après cet incident, un autre B-47 a explosé après avoir décollé de la base aérienne de McConnell au Kansas, tuant les 3 personnes à bord et éparpillant les débris sur des kilomètres à la ronde. 2 ans plus tard, un autre B-47 exploserait, s'approchant de son ravitailleur cassé, 97. Aucun autre équipage impliqué n'a observé d'explosion. Il est possible que le nuage épais dans lequel l'avion passait lors de sa descente ait obscurci l'explosion, mais encore une fois, sans épave retrouvée, il est impossible de prouver ou de réfuter. Cela a engendré des théories très extravagantes sur la disparition.
Une histoire qui circulait à l'époque de l'incident était que l'un ou tous les trois de ceux qui étaient à bord avaient fait défection en faveur de l'Union soviétique, livrant non seulement les composants d'armes nucléaires pour que les ingénieurs soviétiques les étudient, mais aussi le B-47 avancé. Cela a cependant été largement réfuté car les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve que l'un des hommes à bord avait des sympathies soviétiques. Et même s'ils en avaient, ils n'ont pas été informés de leur précieuse cargaison jusqu'à ce qu'ils soient briefés sur leur vol, ce qui signifie qu'ils avaient été moins de 24 heures pour planifier leur évasion. La question demeure également où ils ont volé et comment ils ont traversé d'énormes étendues de l'espace aérien de l'OTAN ou d'autres pays sans être détectés. Puis, bien sûr, il y a les théories vraiment farfelues, y compris celle des ovnis capturant l'avion pour évaluer l'avancement de la technologie humaine. Ces théories sont bien sûr inévitables et accompagnent chaque mystère de l'aviation. Quelle que soit la vérité, le sort de Inkspot 59 reste perdu dans l'histoire, et voilà 3 histoires des armes nucléaires perdues de l'Amérique. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions, et d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.